ce dernier débat de crise sanitaire, débat salutaire. Je suis en compagnie d'Yves Coppieters, d'Yves Van Latem, de Véronique Baudou et de Chantal Van Doorn qui sont avec moi pour parler de santé collective. Alors, avant de vous présenter mes invités plus précisément, je voudrais vous dire simplement, vous rappeler que chacun s'exprime à titre individuel et non pas au nom de l'institution dans laquelle il ou elle travaille, d'une part, et d'autre part, je voudrais vous préciser aussi qu'Etopia n'endosse la parole de personne. Nous sommes ici pour proposer une plateforme de débat. Alors voilà, pour rappel, Yves Coppieters est un épidémiologiste et professeur de santé publique à l'ULB. Yves Van Latem est infectiologue, spécialiste en médecine interne au CHU Saint-Pierre et c'est aussi le porte-parole interfédéral de lutte contre le coronavirus. Madame Véronique Baudou est médecin généraliste et Madame Chantal Van Doorn est chercheure en promotion de la santé et directrice de l'Esprit à l'Université de Liège. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Alors, pour un premier tour de parole, je voudrais vous demander où en sommes-nous aujourd'hui, comment voyez-vous aujourd'hui la situation de cette épidémie? Peut-être Monsieur Van Latem en premier. Actuellement, on est dans un moment qui, socialement et psychologiquement, est un moment particulièrement complexe parce qu'après avoir encaissé de plein fouet l'épidémie elle-même, avec une coupole qui s'est refermée sur nous, un chapeau qui s'est mis dessus comme ça, on a eu là des ordres, des circonstances très particulières. Et puis maintenant, on est revenu dans une situation où, après la fatigue, l'épuisement et tous les problèmes socio-psychologico-médicaux que la société a pu vivre, il faut se mettre sur une course tout à fait différente. On l'a dit, on est parti sur un marathon depuis le mois de juin, un marathon qui n'est pas un marathon plat, qui est un marathon avec des haies, dans lequel il faut sauter des haies sans trop tomber, sans se faire mal. On a eu plusieurs haies, on a une haie particulièrement importante pour l'instant et le marathonien commence à être un peu fatigué et donc c'est particulièrement compliqué parce qu'on n'est plus dans la facilité, si on peut dire, du premier choc où on a bloqué tout le monde chez soi. Il n'y avait qu'à obéir, il n'y avait qu'à laisser passer la grosse vague. Et maintenant, on est impliqué, on devrait être impliqué dans la gestion de ce marathon. Et ça, c'est plus difficile sur le plan tant personnel que de la société. Donc, je pense que c'est un moment relativement clé après un moment dur, mais peut-être d'une certaine manière plus facile à vivre que l'actuel. Voilà. Pardon, merci Monsieur Van Latem, Madame Baudou. Voilà, désolée pour le délai, il fallait allumer le micro. Alors, du point de vue de la médecine générale, actuellement, on est, comme le disait Fanny Dubois la semaine dernière, on est dans une période où on est absolument débordé par les formalités administratives, les questions auxquelles il faut répondre pour expliquer mieux les mesures aux patients, comment voir si elles sont applicables dans leur quotidien, comment sont-elles applicables, les professions par exemple où on ne peut pas mettre en quarantaine parce que ce sont des professions essentielles comme les infirmières. Et donc on est, enfin moi personnellement en tout cas, et je ne dis pas que j'ai une pratique qui est représentative de l'ensemble de la Belgique parce que je ne travaille pas à Bruxelles, je suis dans le Brabant wallon qui est une région qui a toujours été relativement épargnée au niveau des cas de coronavirus. Mais en tout cas, je passe plus de temps à essayer de gérer tout ce qui est indispensable de faire pour respecter les mesures qui sont imposées que de vraiment soigner les malades. Donc ça, c'est un peu compliqué de comment adapter au quotidien les mesures dans la vie quotidienne des gens, avec le tracing qui n'est pas tout à fait en route, avec les tests qui mettent du temps. Et donc, parfois, la période de la quarantaine est presque déjà terminée avant qu'on ait le test. Les gens qu'on ne sait pas mettre en quarantaine. Voilà, c'est une espèce de cafouillage. Et des confrères et des consoeurs avec qui j'ai des contacts, c'est aussi le sentiment de découragement, d'être un peu comme face à une mission impossible, de gérer tout ce qui est à gérer, poursuivre les mesures telles qu'elles sont
préconisé. Ouais. Voilà. Donc, une grande difficulté du côté des médecins généralistes et beaucoup de pression. Oui. Madame Van Doorn. Oui, eh bien, il me semble effectivement, pour renchérir sur l'expression de M. Van Latem, qui disait maintenant on doit courir un marathon et c'est sans doute plus complexe pour un certain nombre de personnes et d'organisations que la période de confinement total ou presque total qu'on a connue en mars-avril. Je rencontre aussi beaucoup de professionnels qui, comme Madame Baudou, se disent ces missions impossibles. Finalement, le support technique qu'on a essayé de mettre en place pour pouvoir continuer à maintenir les activités économiques, les activités éducatives, même si le virus continue à circuler. On a mis en place un certain nombre de mesures, je dirais, techniques, que ce soit les mesures de distanciation, que ce soit le tracing. Et beaucoup d'acteurs se disent, oh là là, c'est effectivement mission difficile, si pas impossible. Et finalement, là où nous étions très peu en mars-avril à insister sur le fait qu'il faut accroître l'aspect éducatif des stratégies, il faut accroître le travail communautaire, il ne faut pas essayer de juguler l'épidémie à coup de mesures de contrôle et de mesures législatives. De plus en plus d'acteurs se disent on ne va pas s'en sortir si justement on n'accroît pas ce travail de conscientisation, mais d'une autre manière que la manière que l'on a utilisée jusqu'à présent. D'accord, donc ça c'est un autre point dont on aura sans doute l'occasion de parler encore tout à l'heure, un peu plus tard dans l'émission. Monsieur Copiters, d'après vous, où en sommes-nous ? Alors, sur un plan épidémiologique, on est bien toujours dans une phase ascendante, malheureusement, de ce premier rebond. Alors, c'est clair que les modèles épidémiologiques prévoient le rebond et les rebonds tout au long de l'hiver, mais c'est clair que celui-ci est apparu très précocement, ce premier rebond, et de façon assez exponentielle. Et ça a été étonnant parce qu'en fait, lorsqu'on travaillait sur les chiffres au jour le jour, on s'apprêtait à arriver à plus vite à un plateau, donc à une stabilisation des transmissions dans le temps. Donc, il y a un phénomène quand même étrange avec ce virus qui est sans doute lié bien sûr au relâchement ou à nos comportements, puisque c'est notre comportement directement qui influence les transmissions, mais quand même il y a un contexte particulier. Or, la Belgique n'a pas été si mauvaise, entre guillemets, pendant toute cette période d'accalmie, entre guillemets, où je pense que les gestes barrières, les messages ont continué quand même à fortement circuler, et malgré ça, quand même, on arrive à cette transmission, une pénétration dans les tranches d'âge les plus fragiles, qui se reflètent sur les hospitalisations, et donc il y a quand même des phénomènes étranges qui ne sont pas, je pense, spécifiquement liés au virus, et je ne suis pas virologue, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais qui sont liés quand même à une évolution de nos comportements, de la société, de la manière de réagir face à ce virus, sur ras-le-bol quand même, et nous, experts, on commence aussi à recevoir des messages qui ne sont pas toujours sympathiques, parce que à force de répéter ces messages de prévention, les gens en ont marre, et donc on est dans une situation compliquée au niveau épidémiologique, au niveau social et au niveau vraiment de communication. D'accord, merci pour cet éclairage. Je vois que M. Van Latem a les bons réflexes de tousser dans le coude. Il nous montre l'exemple. Pour revenir à notre sujet, plus particulièrement à notre sujet du jour, à savoir comment préserver notre santé collective, je voudrais passer la parole à Madame Van Doorn. Mon micro était toujours allumé. Bien, donc moi j'ai été attirée et j'ai commencé à réfléchir sur le mot collectif de santé. En me disant, ma réflexion était effectivement dans les messages que nous avons fait passer, que nous continuons à faire passer, l'idée était adoptons des comportements individuels qui vont protéger les autres, hein, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et donc, on pourrait dire on est effectivement dans un phénomène de santé collective, dans des stratégies qui mettent en avant l'aspect collectif de la santé. Mais j'aimerais bien aussi pouvoir travailler réfléchir sur l'amont
de la santé et de la maladie et revenir sur ce concept qui est bien connu en promotion de la santé, qui sont les déterminants sociaux de la santé. Et le fait que c'est par le travail sur les milieux de vie, sur les interactions sociales, que l'on finit finalement par construire la santé aussi bien individuelle que collective. Un autre point de mes réflexions tournait autour de la santé globale. Hein, donc, on a bien effectivement relayé le fait que les périodes de confinement ou de semi-confinement ont entraîné des problèmes accrus de santé mentale, qu'ils ont accru les inégalités sociales de santé, qu'ils ont entraîné des reports de soins. Ce qui m'intéresse pour réfléchir vraiment sur le fait de vivre à plus long terme avec ce virus, à moyen ou long terme avec ce virus, c'est est-ce que l'on peut travailler sur des dimensions qui à la fois protègent les personnes par rapport à des maladies chroniques, que ce soit cancer, obésité, autres types de maladies respiratoires que les maladies virales, et qui protègent aussi les personnes contre des maladies transmissibles telles que ce virus. Et alors là, dans le cadre de ces deux portes d'entrée, j'ai eu des lectures qui m'ont vraiment interpellée, notamment le directeur de l'École des hautes études en santé publique en France, Laurent Chambaud, qui insistait sur le fait de beaucoup plus travailler avec des médiateurs proches des collectivités locales, proches des milieux de vie. Et il me semble que cet aspect-là, nous ne l'avons pas beaucoup vu mettre en avant, ni dans les discours politiques, ni dans les discours des experts, ni dans les exemples relayés par la presse. On a beaucoup relayé les exemples de solidarité au moment du confinement, mais une fois le confinement derrière nous, on a peu relayé finalement la manière dont dans les milieux de vie, on essayait de réfléchir collectivement à nos modes de vie et comment nos modes de vie pouvaient nous protéger du virus. Donc, les messages que l'on entend sont des messages des directives, je dirais, de comportement individuel. Donc, voilà. Votre question? Je travaille en promotion de la santé. On promeut beaucoup le travail communautaire, le travail social. Donc, j'avais envie de demander à nos deux experts, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'influer sur les stratégies de lutte de l'épidémie avec d'autres types de stratégies qui mobilisent plus les organisations sociales? Parce que, et alors j'ai été, je dirais, confortée dans le fait de poser cette question, parce qu'on se rend compte que dans beaucoup d'endroits, tout comme l'a dit Madame Baudou, du personnel de santé qui est chargé d'essayer de tracer les cas pour gérer l'épidémie, gérer les foyers, éviter les clusters, sont complètement débordés et se disent on va devoir arriver à d'autres stratégies. Même le tracing qu'on a tant préconisé va finir par montrer ses limites. Merci Madame Van Doorn. Je passe la parole à Monsieur Copiters. Merci. Vous me prenez de court, mais ça va, je vais essayer de répondre. Bon, d'abord, en tant que médecin de santé publique et chercheur de santé publique comme Madame Van Doorn, je suis bien sûr tout à fait dans sa vision des choses. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que cette épidémie a été gérée essentiellement par une équipe qui a géré ça très bien lors de la première vague, qui a mis en avant surtout des dimensions biomédicales, de gestion pas de gestion des risques, mais de travail sur les comportements individuels et sur
le fait de ne pas, bien sûr, engorger le système de santé avant tout. Et ça a très bien fonctionné au niveau de la première vague. Et puis, on s'est rendu compte, on l'a vu dans la presse et à travers toute une série de cartes blanches, qu'il fallait ouvrir le débat par rapport à des stratégies à moyen ou long terme dans lesquelles les approches, je dirais, participatives ou communautaires, ou en tout cas beaucoup plus, je dirais, basées sur l'échange, étaient nécessaires. Et il y a eu cette tentative quand même de nos responsables politiques d'élargir les experts au niveau du Céléval. C'est-à-dire qu'on a voulu rendre dans ce groupe d'experts qui conseillent nos politiques, moi je ne suis pas dedans, une vision beaucoup plus pluridisciplinaire, représentative des différents secteurs de la vie sociale. Et c'est vrai que sans doute qu'on s'attendait à travers ce groupe beaucoup plus d'ouverture sur, je dirais, la responsabilité collective, aussi la responsabilité et l'autonomie individuelle, et aussi, bien sûr, sur des approches peut-être plus innovantes. Mais qu'est-ce qu'on observe pour finir? C'est que ce conseil scientifique, et Yves Van Latem aura sûrement plus d'informations que moi, n'est pas arrivé à ça. C'est-à-dire que malgré l'ouverture à différentes, je dirais, disciplines ou différents secteurs de la société, c'est pas la vision pour finir que le politique a pris, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait que dans ce grand genre de groupe, les avis étaient tellement divergents entre ceux qui voulaient rester dans une logique très hygiéniste, sanitaire, de protection individuelle, s'opposaient à ceux qui voulaient plutôt ouvrir, je dirais, les vannes et laisser plutôt plus d'autonomie aux différents secteurs de la société. Et je pense que ce conflit, je dirais, de vision ou de paradigme n'a pas fait vraiment avancer les choses. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je voudrais dire quand même qu'il y a eu des tentatives pour décentraliser les choses au niveau du testing, au niveau du suivi de contact, pour laisser beaucoup plus d'autonomie aux bourgmestres, aux communes, voire même aux collectivités locales. On a fait des tentatives, je me souviens très bien à l'époque, pour que le tracing soit plutôt géré au niveau local, au niveau des communes, au niveau des quartiers, via les associations locales, puisqu'on savait que ce serait beaucoup plus efficace en termes de proximité avec le citoyen et même simplement en termes de compréhension et d'intérêt de la stratégie. Et cette idée a été complètement rejetée et n'a pas été reprise par nos politiques. Je ne sais pas, moi je n'ai pas d'avis particulier par rapport à ça, mais ce que je veux dire, c'est quand même il y a eu des tentatives vraiment de décentraliser une autonomie de gestion ou une meilleure, prise en compte des contextes locaux. Alors oui, c'est clair que la solution maintenant passe par ce que Chantal dit, c'est-à-dire la nécessité de mobiliser des relais communautaires, mobiliser des leaders d'opinion, mais je pense au bon sens du terme, en tout cas de mobiliser toute une série d'acteurs qui n'ont pas été, qui ont été très actifs, mais qui n'ont pas été assez mis en avant dans la responsabilisation des stratégies. Et je pense, en tout cas, moi je défends tout à fait cette vision-là. Et c'est une vision malheureusement qui prend du temps à être mise en place. Malheureusement, les chiffres de l'épidémie ne jouent pas en la faveur de ce type de stratégie. On l'a bien vu avec les nouvelles mesures qui sont prises et qui sont très radicales et très normatives. Mais je pense en effet que si on veut s'inscrire dans ce marathon que Yves Van Latem disait, ça doit repasser par une autonomie beaucoup plus forte, pas du citoyen à tout prix, même si ça passe aussi par le citoyen, mais par une autonomie des collectivités locales. Merci, Monsieur Copiters. Monsieur Van Latem, qu'en pensez-vous? Je vais embrayer sans dire la même chose, j'espère que l'autre, Yves. On est tout à fait d'accord pour dire que actuellement, à cause de ce marathon, justement, on a un problème d'adhésion, ça c'est très clair, il y a un problème d'adhésion dans la communauté. Sans ça, si l'adhésion était totale aux mesures, si tout le monde disait « mon Dieu, comme c'est bien », et si tout le monde faisait, entre guillemets, ce qu'il faut faire, on n'aurait pas le problème qu'on a pour l'instant. Un problème d'adhésion qu'on a dit être un problème de communication. Et problème de communication, ça veut dire qu'on ne pénètre pas convenablement dans les esprits ou dans les communautés ou dans les groupes sociaux comme il le faut. Ça, c'est toute la question d'avoir justement des médiateurs, d'autres diraient des mots plus nouveaux, des influenceurs, comme on voudra, qui soient adéquats par rapport aux groupes qui sont probablement laissés sur le côté. Certaines structures essayent de faire ça. Encore hier, lors d'un débat à la télévision, la bourgmestre Molenbeek disait que chez eux, en tout cas, ils avaient vraiment lancé dans tout ce qu'ils avaient comme relais au sein de la société, dans les différents groupes sociaux, les différents quartiers, des gens qui étaient en connexion, qui faisaient partie des communautés et qui allaient essayer justement d'être cette interface pour que les gens comprennent plus profondément peut-être ce qui se passait et intègrent mieux peut-être des mesures qui passent au-dessus de la tête parfois lorsqu'on n'est pas tous les jours implanté à du 100% comme certains d'entre nous le sont dans le problème en question. Je pense que ça, c'est un des gros problèmes qu'il faut absolument résoudre parce que tant qu'on n'aura pas ça, on aura des pans de la société qui
ne vont pas appliquer adéquatement ces mesures. Et on le sait pour l'instant, avant qu'il y ait le vaccin, on n'a que ça devant nous. On n'a rien d'autre. Et l'hiver est plutôt un ami du virus. Donc, ce n'est pas le moment où il va nous faire des cadeaux. Et donc, je pense qu'il faut effectivement obtenir cette adhésion par des systèmes interactifs avec la société autres que ceux qu'on a trouvés. Alors, de manière plus profonde et plus pour le lointain, je dirais, tout à fait d'accord avec votre notion d'interaction avec des maladies chroniques. Cette pathologie-ci, on l'a bien vu, elle touche bien sûr les personnes âgées. L'âge en soi-même n'est normalement pas une maladie et nous aurons de plus en plus de personnes âgées. Donc ça, on ne peut pas lutter contre, comme on dirait à Bruxelles, et c'est une bonne chose. Mais on a de plus en plus de personnes qui ont des pathologies chroniques, des pathologies sous-jacentes que l'on peut influencer. On peut diminuer les bronchiteux chroniques, on peut diminuer les cirrhotiques, on peut diminuer un tas de pathologies si on a un esprit de santé lié à la prophylaxie des pathologies. Et donc ça, c'est un travail au long cours à faire. Il y aurait moins d'obèses, il y aurait moins d'hypertendus en même temps, il y aurait moins de diabétiques, il y aurait moins de bronchiteux. Vous enlevez les apports caloriques inadéquats, vous enlevez une partie de l'influence de l'alcool, vous enlevez le tabac, et vous avez une société en meilleures conditions, et une société qui sera moins touchée par des maladies comme le Covid, mais comme la grippe, comme d'autres maladies infectieuses qui ont toujours un poids plus important sur ceux qui ont des problèmes chroniques d'organes. Et les problèmes chroniques d'organes, ça veut dire que la prophylaxie, les conseils, la diététique, tout ce qu'on voudra, n'ont pas fonctionné. La prophylaxie, c'est comme les vaccins, c'est entre guillemets toujours moins cher que la thérapeutique. Et en plus, non seulement ça rapporte à la société, mais ça rapporte en qualité de vie. Et on est bien d'accord que retravailler la qualité de vie des gens en évitant le plus de pathologies chroniques devrait pouvoir nous aider dans le futur à mieux lutter contre d'autres virus, parce qu'il y aura d'autres virus, vous l'avez bien dit, qui surviendront dans les années qui viennent, et c'est un pas important. J'espère que la prophylaxie de toutes les maladies sera un pan moins délaissé, parce qu'il est profondément délaissé, pas seulement chez nous, dans beaucoup de sociétés occidentales, mais il est profondément délaissé, et c'est une erreur, je pense. Voilà. Est-ce que tout cela répond à votre question, Madame Van Doorn? Et voilà. Quelques problèmes techniques avec mon écran. Je ne doutais pas que j'allais avoir des réponses très intéressantes. Donc, mon but était de faire émerger effectivement ce type de réponse. Puis, bon, j'aurai peut-être l'occasion, j'ai quand même un regret sur le fait que ces stratégies plus de médiation, ces stratégies communautaires, on n'est pas profité finalement de la période plus calme entre juin, septembre, pour essayer de les accentuer et de les mettre en place. On voit maintenant dans les milieux étudiants, puisque je travaille à l'université, certains étudiants s'organisent justement pour devenir des médiateurs, mais on aurait pu aussi dans nos universités créer des stratégies de renforcement par les pairs en essayant d'être plus proactifs dans ce domaine-là plutôt que d'attendre que les étudiants, quelques étudiants malins et eux-mêmes prennent eux-mêmes ce type d'initiative. Donc je crois que là, on a perdu un peu de temps dans ce domaine-là. D'accord. Pour avoir un autre son de cloche en rapport vraiment avec le terrain et les gens de première ligne, je voudrais passer la parole à Madame Baudou, qui a sans doute aussi des questions à vous poser. Oui, je vais alors passer en effet à la question que je pensais poser en deuxième lieu, mais de fait, ça permet de rebondir. Voilà, parce qu'il y a des choses avec lesquelles je ne me sens pas complètement en harmonie dans le discours qui est donné voilà, par les experts ou par le gouvernement. Parce que pour moi, on est quand même, face à cette épidémie, on est beaucoup dans des mesures que l'on peut qualifier de mesures de protection extérieure, donc une stratégie défensive où on va essayer de mettre l'ennemi le plus loin de nous possible, ne pas le transmettre, ce virus qu'on essaye d'éloigner avec les masques, la désinfection, le confinement, la distance physique, etc.
Et moi, je manque depuis le départ de cette épidémie. En tout cas, je n'entends pas quelque chose qui pourtant dans ma pratique est quotidienne depuis des années. C'est d'essayer de voir comment on peut justement plutôt renforcer le terrain immunitaire des patients pour ne pas être en permanence dans une lutte contre un ennemi extérieur, mais plutôt être capable de faire face à ce virus parce qu'on a un terrain immunitaire mieux valorisé ou mieux soutenu. Yves Copiters, tu rappelais récemment dans un de tes tweets que j'ai vu passer avec plaisir l'importance de la vitamine D dans la défense immunitaire virale, pas rien que contre le coronavirus, on le voit dans d'autres virus comme l'hépatite, etc., l'hépatite C. On connaît aussi de plus en plus l'effet du zinc ou du sélénium, et récemment, 2 études belges ont montré que même chez les gens jeunes qui faisaient les formes les plus graves du coronavirus, c'était des personnes qui avaient un déficit en interféron de type 1. On ne va pas rentrer dans ces détails-là, moi-même je ne maîtrise pas tout. Mais l'idée, c'est, dans le fond, la fragilité immunitaire qui commence à se démontrer par ces études. Comment va-t-on faire pour essayer de plutôt la renforcer? Parce que moi, je ne vois pas comment on va pouvoir vivre pendant des années avec des mesures d'aseptisation, de distance, etc., que le coronavirus qu'on a maintenant, il y en aura sans doute d'autres, des nouveaux virus. Et personnellement, moi, je suis inquiète aujourd'hui, en effet, en début d'hiver, en me disant, finalement, les enfants qui vont tout le temps mettre des masques, se mettre tout le temps des masques, à force de ne plus avoir de contact avec les virus de tous les jours, le système immunitaire va être moins sollicité. Et un peu comme un enfant qui arrive à la crèche ou une enseignante de maternelle la première année est malade tout le temps, l'immunité, elle se construit petit à petit face au virus du quotidien. Avec toutes ces mesures de prise de distance, est-ce qu'on ne va pas affaiblir les défenses immunitaires par rapport aux autres virus qui circulent? Donc voilà, ça c'est par rapport aux déterminants de santé, en effet, l'immunité, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on en parle? Je n'ai pas entendu grand-chose dans les médias ni dans la bouche des experts depuis le début de l'épidémie. Merci Madame Baudou. Peut-être Monsieur Van Latem pour commencer? Ok, avec plaisir. Je vais prendre dans l'ordre ce qui a été posé comme question. D'une part, pour reprendre les jeunes avec ces formes agressives de la pathologie, avec un déficit en interféron, il s'agit vraiment d'un déficit qui est médié au point de vue génétique. Donc là, j'ai vraiment un très gros doute sur le fait qu'on puisse intervenir. C'est vraiment un problème génétique que ces personnes présentent et je pense que quoi qu'on mette comme supplément de quoi que ce soit, ça ne changera rien. Chez les autres, chez les plus vieux, comme moi, par exemple, les plus de 65 ans, c'est plus le problème qu'on a un emballement immunitaire à un moment qui se produit. Et c'est cet emballement immunitaire, cette fameuse tornade cytokinique, qui pose un problème. C'est une réaction excessive de l'immunité qui pose un problème. Alors, on pourrait dire que peut-être certaines substances pourraient jouer un rôle. On a des études observationnelles de plus en plus concernant la vitamine D, on est bien d'accord. Les puristes vous diraient il faut une étude randomisée, mais on est tous d'accord qu'on n'en aura probablement jamais, puisqu'il n'y a aucune firme qui va investir des sommes là-dedans, sauf si une grande université quelque part veut se lancer, et ça mettra encore des temps considérables. On sait tous qu'on a un déficit en vitamine D colossal dans tous nos pays. Quand on dose la vitamine D, moi je la dose à tous nos patients en maladies infectieuses, c'est l'habitude du service. Il y a 80% des gens qui ont un déficit, et là-dedans, il y en a au moins 30 à 40% qui ont un déficit sévère. Donc, il est clair que globalement, toute la population en Occident, d'ailleurs, a un déficit en vitamine D. C'est quelque chose qui n'est pas trop onéreux, enfin, entre guillemets. Ça fait quand même à peu près 1 euro par semaine, si on peut se supplémenter dans nos régions. C'est pas grand-chose peut-être pour nous, ça peut être beaucoup pour d'autres personnes. Il n'y a heureusement pas de toxicité. Ça, c'est sur le versant dont vous parliez à ce point de vue-là. Sur le versant de l'exposition aux agents extérieurs et du fait de bâtir son immunité, j'ai vraiment pas beaucoup de crainte parce que, comme on sait, jusqu'à l'âge de 12 ans, les enfants, ils n'ont pas de masque, ils n'ont rien du tout, ils se baladent comme avant, j'ai envie de dire. Et c'est quand même essentiellement dans toute cette période-là, et on le sait, puisqu'il y a plein d'infections virales, qu'on construit un petit peu ces rencontres avec les agents extérieurs. Moi, je n'ai pas vraiment de crainte par rapport à ça et pas de crainte par rapport au fait que pendant maintenant peut-être un an et quelques, par rapport à des virus, mais ça ne change rien par rapport aux microbes que nous avons tous
en milliards dans notre organisme, dans le tube digestif que nous avons sur la peau. Nous avons un petit peu moins de contact avec des agents pathogènes extérieurs. Je pense vraiment que ça ne va pas changer notre devenir immunitaire. Je pense que les enfants sont bien blindés là-dessus, sans problème. On n'a pas de recette miracle pour l'instant pour avoir une bonne balance immunitaire. On ne sait pas très bien ce qu'il faut faire puisque des gens avaient pensé relevons notre immunité en donnant un vaccin comme le BCG et puis d'autres ont dit oui, mais enfin si on relève l'immunité, peut-être qu'on va voir plus vite cette tornade cytokinique. Donc on ne sait pas très bien dans cette maladie-là s'il faut relever l'immunité ou s'il faut la moduler. Et donc ça reste une grande expectative encore à ce niveau-là. Ce serait ma première réponse en tout cas. Voilà. Merci, M. Van Latem. M. Koopyters. Merci beaucoup. Alors moi d'abord, je voudrais préciser que je ne suis pas clinicien et donc je ne suis pas spécialiste de tous ces aspects-là, mais c'est clair que je m'étais fait le relais de différents collègues médecins généralistes qui m'expliquaient et qui m'ont d'ailleurs fait lire la littérature sur la vitamine D, mais aussi sur la vitamine C, d'autres oligo-éléments, comme ça a été dit, qui potentiellement pouvaient avoir une atténuation sur certains symptômes des infections respiratoires, dont aussi celui au niveau du coronavirus. Et la question m'était posée en disant, mais pourquoi est-ce qu'on n'insiste pas plus pour systématiquement toutes les personnes qui ont un test positif, avec symptômes ou avec une expression en tout cas de la maladie, on puisse au moins les conseiller ou même mettre en place un protocole systématique, je dirais, de renforcement de leur immunité à travers la vitamine D ou d'autres substances de ce type. Voilà, donc je pense que c'était une question tout à fait pertinente et la littérature scientifique va dans ce sens-là. Alors je ne sais pas pourquoi en première ligne de soins, et là je m'adresse bien sûr à Véronique, la médecine générale, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des procédures plus systématiques? Et aussi, dans cette crise, on s'est rendu compte que la liberté thérapeutique des médecins généralistes de la première ligne de soins, elle n'était pas toujours évidente. Et je prends l'exemple, par exemple, de l'hydroxychloroquine. On en a tellement parlé, mais fondamentalement, vous savez que les médecins généralistes ne peuvent pas prescrire l'hydroxychloroquine, sauf bien sûr pour des formes de pathologies chroniques particulières. Mais c'est clair qu'en Belgique, c'est quand même étonnant qu'on ait comme ça empêché une certaine liberté thérapeutique d'une première ligne de soins, à la fois sur certaines molécules, mais aussi sur des tests peut-être rapides de diagnostic ou de suivi des patients. Et donc là, il y a un questionnement vraiment à avoir, et aussi peut-être aussi le fait que cette première ligne de soins n'a pas, je dirais, imposé des protocoles ou des stratégies de suivi de ce type-là. Alors, comment renforcer cet aspect immunitaire? Donc, moi, je ne suis pas clinicien, si ce n'est que la stratégie actuellement est quand même d'essayer de laisser vivre les gens le plus possible normalement, entre guillemets, tout en appliquant un minimum de gestes barrières et surtout en protégeant, parce que c'est quand même ça la clé de la stratégie, les personnes les plus fragiles ou les plus âgées. Et donc, moi, je ne suis, ça, il faut demander à Yves Van Latem et à Véronique, est-ce que ce sera suffisant par rapport, je dirais, à cette réaction immunitaire quand même collective, qui n'est pas une stratégie de santé publique, hein, on est bien d'accord, vu les inconnus sur ce virus peu immunogène, mais quand même qu'on pourrait petit à petit penser, et en tout cas documenter, au moins par des enquêtes sérologiques, donc pour mesurer les personnes qui ont développé des anticorps protecteurs, au moins de façon systématique dans la population. Et de nouveau, la Belgique est un des seuls pays qui n'est pas systématiquement suivi vraiment cette fréquence de cette protection au virus dans la population. Et ça, je pense que c'est un regret, et je ne sais pas pourquoi, alors que ce serait très facile de suivre 1000 personnes au hasard, comme ça, de façon périodique. Si je peux permettre. Pardon, oui. Mais écoute, Yves, on a un suivi qui se fait. Bon, l'équipe d'Anvers hein, fait un suivi comme ça, un suivi sur des donneurs de sang. On est bien d'accord. Oui. Les donneurs de sang, ce sont des gens de 18 à 70 quelques années, qui par définition sont en bonne santé. Ils ne sont pas vraiment représentatifs de la personne très âgée malade ou de l'enfant ou de la personne de moins de 18 ans. Et là, on a un suivi. C'est ce suivi qui nous montre cette espèce de stagnation, d'ailleurs assez curieuse, tellement elle plafonne à 5, 6, 7, 8% de gens qui ont des anticorps anti-Covid. Pour répondre à ce que tu disais, je pense qu'on eût pu voir effectivement une initiative de la médecine générale, de la société scientifique ou des choses pareilles concernant l'emploi de la vitamine D. Pourquoi pas? De toute façon, j'ai envie de dire, on devrait substituer plus en vitamine D. Il y a un manque global, chronique de vitamine D chez tout le monde, et on ne fera pas de tort. Donc, on eût pu imaginer, pourquoi pas, ça ne fera pas de tort, ça ne peut faire que du bien. Pas seulement sur le plan du Covid, mais sur le plan d'autres choses. Je pense que pour l'hydroxychloroquine, on a vraiment eu peur de l'emballement de ce qui était né en France. Un peu trumpesque, dans un contexte où tout le monde allait se jeter sur l'hydroxychloroquine, peut-être pas aux doses adéquates, peut-être pas dans les bonnes conditions.
Et peut-être que grâce à cette régulation qu'on a fait en Belgique, on n'a eu vraiment pas d'ennui du tout. L'étude sur les patients belges qui l'ont reçu montre une toxicité quasi nulle parce qu'on l'a employé à petite dose pendant un temps court. Je ne dis pas que les médecins généralistes auraient fait mal, ça, c'est pas ça, mais on a pu vraiment encadrer les choses et montrer qu'on a peut-être un intérêt, mais en tout cas qu'on n'avait pas de toxicité. Ce qui n'a pas été le cas aux États-Unis, par exemple, où a été largement utilisé, recommandé par tout le corps médical, et avec une toxicité beaucoup plus importante. C'était ma remarque. Merci. Merci. Je vais peut-être passer la parole, comme on parlait d'autonomie des médecins, peut-être repasser la parole à Madame Baudou. Oui, merci. En effet, ça s'enchaîne parce que donc Yves Copiters, tu as relevé quelque chose qui faisait partie de ma première question au départ. Nous, en médecine générale, on a quand même fait un constat qui était absolument ahurissant. Parce que ça fait 27 ans, plus ou moins, que je travaille, je n'ai jamais vu de situation dans laquelle le gouvernement avait imposé aux soignants de terrain, médecins de terrain, et pas rien que les généralistes, hein, parce que tous les spécialistes, pédiatres, ORL, etc., ça a été pareil. Donc, on va dire les médecins non hospitaliers. On a subi tellement de contraintes, de restrictions, d'interdictions, de menaces de sanctions que c'était quelque part un peu paralysant. Donc, c'était faire notre métier en ayant les mains liées. Alors, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais pour reprendre un peu ces mesures, il y a évidemment la fermeture obligatoire des cabinets. Ce qui n'a pas été fort connu dans la population, c'est que nous avions deux types d'actes que nous pouvions faire uniquement. Donc, le suivi Covid ou les urgences vitales non Covid, avec juste ces deux codes-là, avec un nombre très précis. Donc, par exemple, pour le suivi Covid, c'était un par semaine. Or, un suivi débutant de Covid, si justement on veut éviter d'engorger les hôpitaux, ben, on a des contacts 2 fois par jour au minimum pour surveiller le risque de dégradation de l'état général. On était surveillés pour ces actes-là et on nous disait si vous faites autre chose que ça, il va y avoir des contrôles et donc sous-entendu des sanctions, interdiction d'aller dans les maisons de retraite. Donc c'était ahurissant comme on se sentait restreint en fait. Interdiction des tests sérologiques rapides, tu l'as dit aussi Yves. Donc voilà, moi j'ai constaté, ou en tout cas j'ai eu la sensation que il y avait un total manque de confiance dans la capacité des médecins de terrain de gérer. Et M. Van Matem, vous en parliez, ça m'a un petit peu donné des petites sueurs froides quand vous disiez on a voulu encadrer pour éviter l'emballement, que tout le monde ne se jette pas sur la chloroquine. J'ai envie de dire, bon, je soigne des viroses depuis 27 ans. C'est peut-être mon job de tous les jours de détecter si oui ou non tel ou tel médicament, tel ou tel test, telle ou telle attitude est la bonne pour mon patient en face de moi. Donc, évidemment, il faut cadrer d'une manière générale, mais à titre individuel, quand on a la réalité du terrain, ce cadre extrêmement restrictif nous a beaucoup compliqué la vie et ça continue encore. Donc voilà, alors je ne reproche rien aux experts, évidemment, vous n'êtes pas responsable de cette attitude extrêmement autocratique qu'on a pu subir, mais aujourd'hui, les experts qui avaient l'oreille des gouvernants, est-ce que vous pourriez être les porte-paroles de notre parole à nous, avec notre parole, notre vision peut-être plus panoramique de la situation? Votre expertise, elle est précieuse, elle est pointue, mais elle est probablement une vision longue vue. On a une vision plus panoramique et peut-être moins pointue. On n'est pas entendu par le gouvernement, en tout cas, des experts, en tout cas, il y a eu très peu de représentants des généralistes qui ont eu la parole. Et donc, s'il vous plaît, portez notre parole aussi vis-à-vis des décideurs politiques. Parce que la santé publique sur le terrain, c'est les soignants de terrain qui la prennent en main. Merci Madame Baudou. Je voulais juste rappeler, avant de passer la parole aux deux Yves, comme on peut dire, aux internautes qui nous regardent en ligne, que vous pouvez poser des questions dans le chat et que j'essaierai de relayer l'une ou l'autre, une ou deux d'entre elles à la fin de ce débat. Donc voilà, ça c'était pour le rappel technique. Et sinon, je passe la parole à Monsieur Copiters pour répondre à la question.
Alors, je ne sais pas très bien s'il faut répondre à la question, c'est plus un témoignage, et j'avoue que ce témoignage, moi en tout cas, je savais très bien qu'il y avait des restrictions par rapport, je dirais, à la pratique des praticiens de première ligne, mais j'avoue que j'ignorais complètement, je dirais, ce niveau de restriction et ce manque de liberté, de pratique. Et c'est vrai que parfois, par rapport à ce qui s'est passé lors de la première vague, on a plutôt parfois la tendance de dire ah oui, mais les médecins généralistes se sont calfeutrés, ils n'ont pas reçu les patients, ils se sont protégés, etc. Alors que fondamentalement, je pense que le grand public n'est pas du tout au courant, en tout cas moi à titre personnel, de toutes ces dimensions restrictives et normatives qui vous sont tombées dessus. Alors, par rapport quand même aux médecins généralistes, une petite critique que moi j'ai observée. Alors moi je ne suis pas du tout influenceur des politiques publiques, je suis un observateur, je suis invité par les médias et si j'influence quelqu'un c'est celui qui m'écoute, mais c'est pas du tout les politiques. Hein. Donc moi je n'ai aucun mandat par rapport à certains groupes officiels ou certains experts, mais quoi qu'il en soit, une petite critique quand même sur la médecine générale qui a souvent été relayée par quelques porte-paroles qui ont une vision, qui est leur vision, mais qui n'est pas la réalité multiple de la médecine générale. Et la médecine générale, elle est complexe. Hein. Il faut rappeler quand même qu'on a une première ligne de soins qui est une médecine privée, libérale, qui n'est pas une médecine publique, hein, on est bien d'accord. Au niveau, je parle de la médecine des médecins généralistes ou d'autres praticiens de première ligne. Et c'est clair que parfois, j'ai l'impression que les généralistes qui se sont exprimés ne sont pas le reflet de cette pluralité des pratiques et des visions d'ailleurs de la pratique des soins de santé primaire, de la première ligne de soins. Donc ça, c'est un petit reproche peut-être d'un manque de clarté ou de mise en avant de d'autres sons de cloche venant de cette médecine générale. En tout cas, c'est ce que j'ai observé à titre personnel. Voilà, donc, mais moi, c'est quand même cette épidémie nous a emmené dans un système, nous a montré les fragilités du système de santé, et nous a montré aussi quand même comme quoi on pouvait cadenasser certains aspects du système de santé. Et cette première ligne de soins et des médecins généralistes qui est quand même très autonome dans la vie normale et quand même qui fait, entre guillemets, ce qu'elle veut, hein, en termes de prescription, en termes de suivi des patients, a une attitude complètement différente cette fois-ci. Et je m'étonne quand même de cet attentisme par rapport à ces normes qui leur sont tombées dessus. Merci, Monsieur Coquille. Mais ce n'est pas une critique, hein, ce n'est pas une critique envers vous, Véronique. Oui, merci. Mais je me comprends bien ce que tu disais, cet attentisme. Donc, tu veux dire que les médecins généralistes auraient dû, ou en tout cas le représentant, aurait dû plus vite se fâcher sur toutes ces interdictions. C'est ça que tu veux dire, que les syndicats des médecins généralistes auraient peut-être dû un peu plus se manifester? Oui, parce que comme vous avez cette autonomie de pratique et cette autonomie de fonctionnement professionnel, il n'y avait pas beaucoup de raisons de la perdre dans le cadre de cette crise sanitaire. Alors c'est vrai que tout a été chamboulé dans cette crise sanitaire, hein, toutes les composantes du système de santé, du système de soins, mais c'est vrai que cette composante-là a été fortement régulée et c'est étonnant par rapport au fonctionnement de notre système de santé. Monsieur Van Latem, je vous passe la parole pour réagir à l'ensemble de cette discussion. Tout à fait. Alors, en plusieurs points, puisqu'il y a plusieurs points là-dedans. Un, je suis tout à fait d'accord, là je partage tout à fait l'opinion, c'est que les médecins généralistes n'ont pas été représentés, ne fût-ce que par leur structure scientifique, puisque, comme vient de dire Yves Copiter, c'est une très grande pluralité, encore plus que dans les autres spécialités. Et donc, pour essayer de cristalliser les choses, prenons la Société scientifique de médecine générale, il n'y a pas beaucoup de sociétés scientifiques de médecine générale, globalement parlant, aurait dû être, pas sans doute, certainement, être présente dans des cercles comme par exemple le Céléval Old Fashion avant le New Céléval ou d'autres structures, le RAC et autres structures qui ont pris des décisions de manière à avoir une voix et en tout cas une expression de ce qui s'est passé au niveau de la médecine de première ligne. Je suis tout à fait d'accord. Deuxième point, moi j'ai eu, mais c'est peut-être naïvement, l'impression que on a interdit des tas de choses à la médecine de première ligne parce qu'on n'avait pas les moyens de la protéger. Et il me semble que j'ai beaucoup entendu à l'époque les médecins généralistes pour 10 ans. Moi, j'ai encore quelques masques que j'ai dans réserve, je ne sais plus en trouver. J'ai pas de blouse, j'ai rien, j'ai pas de visière. Moi, j'ai compris, mais c'est peut-être naïf, qu'on a dit, vous ne vous en occupez pas parce que nous, on n'a pas dit, on n'a pas assez de moyens. Non.
Mais c'était ça qui était derrière. On n'a pas assez de moyens à vous donner. Et donc, on concentre sur les hôpitaux qui auraient été bien contents de ne pas faire tout ça en disant là, on a mis les moyens, les visières, les masques et tout pour gérer le début. Je parle de mars-avril ici, hein, le grand choc du tsunami, de la grande vague. Moi, personnellement, je l'ai vécu ainsi, mais je suis peut-être naïf dans la manière de l'avoir vécu. Et à ma connaissance, il n'y a que l'hydroxychloroquine qui a été bloquée. Je n'ai pas la notion, mais à nouveau, peut-être naïf, que d'autres médicaments ont été interdits. Je reviens sur le fait que vous n'emploierez certainement pas l'hydroxychloroquine, et j'en suis bien convaincu. Mais il y avait une telle mode, un tel engouement, avec un grand gourou dont on ne citera pas le nom, qu'il proposait à tout le monde, même à une sorte de président, paraît-il, aux États-Unis, qui était extrêmement content, qu'on a vraiment cru que tout le monde, et je le sais parce que on a des tas de confrères, même dans les hôpitaux, qui prenaient en prophylaxie l'hydroxychloroquine. Alors ça, c'est leur responsabilité de médecin. Mais de le donner à plein de gens sur des bases aussi faibles, je pense qu'on a vraiment eu peur et c'est la raison pour laquelle le médicament a été bloqué. Et ça, je le sais de discussion avec l'agence du médicament et de discussions qu'on a eues entre nous. Voilà, première réponse. Je suis prêt à continuer par la suite, bien sûr. Madame Baudou, vous voulez réagir à cette première interpellation? Non, je pense que j'ai déjà pas mal de réponses, mais c'est vrai, c'est pour ça que aucun de vous deux, vous nous disiez que vous étiez tout à fait au courant de ce que les médecins généralistes ont vécu comme interdiction. À part l'hydroxychloroquine, en autre interdiction, il y a eu l'interdiction des tests sérologiques rapides. Alors, on ne va évidemment pas se lancer dans le débat de l'efficacité, non-efficacité, etc., parce que je pense que alors ça devient un peu complexe. Simplement, l'idée, c'est de nous laisser plus de liberté justement à déterminer nous-mêmes est-ce que ce médicament est un bon outil, est-ce que ce test est un bon outil ou pas. Aucun test n'est parfait d'ailleurs, hein. Et donc nous protéger peut-être, au début c'était ça, mais tout fermer et ne pouvoir voir aucun patient, parce qu'à la limite on pouvait par téléphone décider, ok, les cas qui ont l'air suspect Covid, je n'ai pas les masques, je les envoie au centre de tri, puisque les généralistes ont organisé devant les hôpitaux, en tout cas c'était le cas dans ma commune, avaient organisé un centre de tri où tout le matériel de protection était centralisé. Mais si je n'avais pas de crainte de voir ma petite mamie qui est dans un suivi d'un cancer chronique, j'aurais dû pouvoir l'avoir. Or, je ne pouvais pas l'avoir. J'ai dû tout faire par téléphone ou par mail ou par visioconférence. Pendant 2 mois quand même. Et on a ouvert les bricots avant d'ouvrir les cabinets de médecine de ville. Donc voilà, il y avait une sensation d'être extrêmement dans les contrôles, dans la restriction. Et le fait que vous n'étiez pas au courant, vous, les deux experts, quelque part, c'est intéressant à savoir, parce que ça montre à quel point la communication qui peut se faire entre ceux qui ont l'oreille du gouvernement ou des médias, etc., cette communication ou cette prise d'information sur la réalité du terrain, elle a sans doute été défaillante et c'est de nouveau la faute de personne. Mais pour le futur, puisqu'on est là dans la question comment, dans le futur, préserver notre santé collective, il est à remarquer à quel point expert, entre guillemets, et terrain, entre guillemets, c'est peut-être important qu'on mette en place une structure qui nous permet de communiquer pour qu'on vous envoie à notre réalité du terrain. Merci pour cette première suggestion. Comme le temps avance, je vous laisserai peut-être répondre plus tard si vous voulez ajouter un point, Monsieur Van Latem, mais j'aimerais bien passer la parole à Madame Van Doorn, qui est restée quiète pendant un certain temps maintenant. Oui, je suis restée tranquille, mais très intéressée de toute manière. Je pense que ce qui était justement intéressant dans ce que je viens d'entendre, c'est finalement cette espèce de... C'est comme si on avait, ça a été d'ailleurs le cas, figé la société à un moment et finalement que même des professionnels qui auraient pu apporter des solutions, que ce soit, comme le dit Madame Baudou, les médecins dans les soins de première ligne ou des professionnels qui sont des acteurs socio-éducatifs, se sont vus interdire ou se sont interdits quelquefois, vu que l'ensemble du système semblait figé, d'avoir des initiatives qui auraient peut-être, des initiatives qui auraient peut-être placé les personnes, les collectivités dans une attitude plus active,
de lutte contre l'épidémie et pas simplement dans une attitude d'adhésion aux recommandations. Et donc, que l'attitude active soit à chaque fois que l'on relève un élément où des communautés, à la limite, sont plus actives, c'est souvent parce qu'on relève des éléments négatifs. Ils ne respectent pas les recommandations, les mesures, etc. Mais on relève peu d'exemples de communautés, de collectivités qui mettent en place des éléments positifs. Il y a eu tout un travail en matière de réduction des risques auprès des patients toxicomanes, auprès des communautés LGBT. Il y a eu du travail auprès des sans-abri. Enfin, donc, il y a quand même des choses positives, d'autres manières de travailler de lutter contre l'épidémie en travaillant sur les organisations sociales qui ont émergé, mais qui ne semblent pas avoir été encouragées ni par les experts, en tout cas par la parole qu'on leur a donnée, ni par les médias, ni par les politiques, sauf peut-être quelquefois certains bourgmestres, mais bon, on a entendu effectivement Madame Moreau hier soir, mais on a entendu peu d'exemples de ce type-là. Donc, j'aurais quand même voulu avoir l'avis de Yves et de Yves sur, en tant qu'expert de la place que vous avez eue ou de la place que l'on vous donne, est-ce que vous pensez possible d'essayer de redresser un peu le type de communication que l'on pratique autour de cette épidémie et d'arriver à mettre plus en avant d'autres types, d'autres modalités d'intervention? Merci, Madame Van Doorn. Monsieur Copiters, pour commencer. Alors, donc, tu me donnes un rôle que je n'ai pas, Chantal. Je ne suis pas vraiment un influenceur, ni des politiques, ni des experts d'ailleurs, ni du grand public. Moi, je suis invité dans les médias en fonction, je dirais, de questions qui me posent, mais je n'ai pas non plus une autonomie de décider quels points vont être abordés lorsqu'on est invité. C'est-à-dire qu'on répond à des questions, on nous sélectionne des sujets, mais on n'a quand même pas un droit de parole où on ne nous laisse pas, comme ce soir, 30 minutes pour discuter voilà, à bâton rompu d'un sujet. Donc, disons que la place dans les médias, elle est quand même assez restreinte en fonction de ce que les médias attendent. Par contre, de mon observation quand même, les médias, ils sont friands de l'aspect sensationnel et de l'aspect un peu peur, angoisse, ça c'est une chose, mais ils sont friands aussi de comprendre mieux cette épidémie sur un plan sanitaire, mais sur un plan aussi social et d'autres dimensions. Et dès qu'il y a une étude qui sort, dès qu'il y a une moindre information qui sort, ils bondissent, ils essayent de lire et ils téléphonent aux quelques experts qu'ils connaissent. Alors le problème, c'est que le réseau d'experts n'est pas suffisant, mais c'est peut-être aussi les études actuellement qui ne sont pas encore suffisantes et qui ouvrent vers d'autres dimensions de cette épidémie. Parce que si ces études, on le voit bien, lorsque Gand travaille sur l'adhésion, tout de suite les médias sautent dessus, lorsqu'il y a des aspects plutôt sur les aspects pédagogiques, ils sautent dessus. Donc ils sont quand même friands d'autres dimensions. Et donc je pense vraiment que d'autres personnes ont tout à fait une place à prendre dans le débat médiatique public, dans le débat public ils l'ont, mais dans le débat médiatique public de ces crises. Mais il faut vraiment qu'on ose sortir des études, qu'on ose sortir vraiment des informations valides par rapport à ces domaines d'expertise ou ces aspects qu'il faudrait mettre plus en avant actuellement. Et je pense vraiment que si on arrive à documenter certains aspects sur les inégalités de santé, sur les aspects de participation communautaire suffisante ou insuffisante, je pense qu'il y a une partie des médias, en tout cas, qui serait intéressée et qui serait le relais de ça. Merci, Monsieur Van Laten. Donc, on invitera les journalistes qui nous regardent en ce moment, pardon, Monsieur Copiters. Donc, on invitera les journalistes qui nous regardent en ce moment à contacter Madame Van Doorn pour avoir d'autres exemples de manière de gérer l'épidémie. Et on notera aussi l'intérêt de nous regarder en ce moment, puisqu'on a plus de plateformes peut-être que ce que permettent parfois les formats
des médias traditionnels. Alors, Monsieur Van Latem, pour répondre à la question de Madame Van Doorn, désolée Madame Van Doorn, j'enchaîne tout de suite. Non, j'adhère tout à fait à ce que Yves Copiters a dit sur le principe. Mon rôle, c'est la même chose, c'est porte-parole, c'est d'intervenir dans les médias. Bien sûr, on peut insuffler par-ci par-là quelques petites phrases qui font penser que. Je pense que c'est à peu près la manière la plus importante par laquelle on peut influencer les choses, c'est glisser quelque part quelque chose qui fait que c'est entendu, c'est éventuellement répercuté par d'autres médias, et on sait que si les médias, la presse et autres prend quelque chose, enfin un titre, ça titille le politique, et donc éventuellement ainsi, ça fait boule de neige. Je pense que c'est la manière la plus importante par laquelle nous pourrions influencer. Ceci étant, pour revenir à votre sentiment qu'on n'a pas utilisé un tas de ressources, et non seulement médicales, mais aussi humaines, psychologiques, sociologiques, ça dépend fondamentalement du fait que nous n'avions pas un bon plan. Nous n'avons pas un bon plan dans lequel on pourrait insérer, justement, inclure les différentes forces potentielles qui devraient intervenir. Et lorsqu'on a fait quelque chose en urgence, on a envoyé les soldats et on n'a pas fait suivre le reste. On a tout bloqué et on a fait fonctionner une partie du corps médical. Avec un bon plan, je ne reviendrai pas sur le plan grippal qui n'avait pas été entretenu, c'est pas la faute des médecins, c'est la faute d'autres, comme dirait l'autre. Avec un bon plan, comme décrit d'ailleurs dans les labels Kir, Yves le connaît, et ce qu'elle a donné aux parlementaires, eh bien on parle, et je pense que ça serait une bonne chose si on arrivait à ça, on parle d'une structure, d'un plan qui soit entretenu, qui soit pas mis dans un placard, qui soit opérationnalisé, qui soit entouré d'un conseil de gens dans lequel devraient se trouver et des généralistes, et des psychologues, et des sociologues, etc., qui soit revu chaque année. Il n'y a peut-être rien à faire, tant mieux. L'année suivante, il y aura peut-être plus de choses à faire. Et qui puisse comme ça potentiellement faire intervenir tous les acteurs et pas simplement les paracommandos qui sont intervenus cette fois-ci en casque et en masque pour faire de la médecine d'urgence et de catastrophe, puisque c'est un peu ça qui s'est passé. Voilà. Merci, Monsieur Van Latem. Je ne sais pas si Madame Van Doorn veut réagir. On ne vous entend pas. Mais je suis heureuse que M. Van Latem ait mis l'accent sur le fait de disposer d'un plan qui serait réactualisé régulièrement. Et je crois qu'effectivement, j'aime beaucoup quand il dit on a, au-delà des soldats qu'on a envoyés au front dans l'urgence, dans une situation de catastrophe, finalement, on n'a pas, comme on n'avait pas de plan, on n'a pas pu mobiliser toute une série de ressources derrière. Et là, je pense qu'il faudrait effectivement, tout comme dans le cadre des maladies chroniques, on insiste beaucoup pour travailler depuis la prévention jusqu'à l'accompagnement et les soins en matière, une fois que les problèmes deviennent chroniques. Ce serait intéressant dans ce type de plan d'aller jusque la promotion de la santé, jusqu'aux stratégies de promotion de la santé. Et alors, tout à l'heure, je voulais simplement réagir par rapport à votre proposition, on va dire aux journalistes d'aller voir Madame Van Doorn. Ce n'est pas du tout ça que je voulais dire. C'est parce que je ne pense pas qu'il faille remplacer un expert par un autre. Je pense que l'important, c'est aussi de pouvoir demander l'avis de toute une série d'acteurs qui sont au contact des populations, qui ne sont pas des acteurs médicaux, mais qui sont au contact des populations et qui touchent de façon beaucoup plus vivante, je dirais, les modes de vie, les manières de faire, les problèmes que telle ou telle population, telle ou telle communauté rencontre pour adhérer à ce qu'on lui recommande dans le cadre de cette épidémie. Je pense que c'est ce type de personnes et de professionnels à qui l'on devrait pouvoir donner la parole. D'accord, merci. Alors, j'ai une question du public avant de vous donner la parole pour une question conclusive, mais j'ai une question du public qui me demande en quoi une approche plus globale de la santé aurait pu nous éviter une telle crise. Alors peut-être Monsieur Copiters d'abord et puis Monsieur Van Latem.
Donc, disons qu'il faudrait que nos décideurs et notre système de santé soient un système de santé global et pas un système de soins de santé exclusivement. Et malheureusement, même si les soins de santé été aussi ont souffert ces dernières années, on l'a bien vu au niveau de l'hôpital, mais l'ensemble du système de santé a souffert et nos décideurs politiques sont persuadés en grande partie qu'un système de santé est centré sur ses soins exclusivement. Et tant qu'ils n'auront pas compris que c'est un système qui est composé d'autres sous-systèmes qui sont, comme Madame Van Doorn l'a dit, aussi les déterminants non médicaux de la santé et que tous les autres secteurs contribuent aussi à la santé, ou la santé en tout cas doit s'infiltrer dans les autres secteurs, tant qu'ils n'auront pas compris qu'un système de santé est de cette complexité-là et pas simplement centré sur les soins qui ne touchent en fait qu'une partie de la population, eh ben, on ne sera pas dans une vision globale des choses et on ne sera pas dans une vision holistique des choses. Et cette crise, on ne l'a pas gérée de façon holistique, on l'a gérée de façon ce qu'on appelle en santé publique verticale ou spécialisée. C'est-à-dire qu'on a en effet mis en place, on a mis en place une structure hospitalière et on a travaillé sur les comportements individuels, mais on n'a pas du tout travaillé sur les autres facteurs, les autres déterminants de cette santé globale. Et je dirais que le manque de prévision de cette crise, en termes de prévention, Madame Van Doorn a parlé de la promotion de la santé, c'est vrai que toutes ces stratégies sont tellement peu appuyées en Belgique, mais que par rapport aux maladies infectieuses, par rapport aux maladies chroniques en général, que fatalement, quand ce genre de crise sanitaire arrive, c'est trop tard et on retourne dans le piège d'une démarche très spécialisée et centrée sur les soins. Merci, c'était très clair. Je vous passe la parole à Monsieur Van Latem. Je n'ajouterai pas grand-chose, j'embraye tout à fait. Si on avait une meilleure prise en charge de longue date des pathologies chroniques et si on les prévenait, comme on le disait là tantôt, eh bien, on aurait moins de gens avec des pathologies qui sont propices à faire des Covid graves, comme ça serait la même chose pour la grippe d'ailleurs et d'autres maladies infectieuses. Si on avait une manière de gérer nos personnes âgées qui ne passent pas forcément par des casernes avec 150 personnes dans des chambres, avec un meilleur suivi à domicile, eh bien, on aurait probablement moins de catastrophes comme celles qu'on a connues dans les Hauts, par exemple. Sans parler, bien sûr, du problème de déficit de prévention, de matériel et autres, et du fameux plan que j'évoquais là tantôt. Donc, avec quelque chose qui a été mieux planifié au long cours, mais là, c'est une planification sur des années, c'est pas sur 6 mois. C'est pas en 6 mois que tout d'un coup, les obèses vont disparaître, les bronchiteux vont disparaître et que toutes les personnes âgées pourront presque jusqu'au bout rester chez elles. C'est quelque chose qui met des années, qui met pas 2 ans, qui met 5 ans, qui met 10 ans à construire. Mais il faut le commencer un jour si on le veut. Bon, alors on espère qu'avec ce nouveau ministre de la Santé, qu'il pourra entendre le message et s'inspirer de vos paroles. Alors, pour terminer cette émission, je voudrais demander à chacun et chacune si vous aviez un conseil pour améliorer la gestion de la crise à partir de maintenant, puisqu'on est dans ce marathon. Si vous aviez un conseil, une idée pour améliorer cette gestion, quelle serait-elle quel serait-il Madame Van Doorn. Je n'ai pas de baguette magique. Moi, je crois que je resterai sur ce que j'ai déjà expliqué. Je pense que il ne faut pas nécessairement, certains disent qu'il faut faire plus confiance aux citoyens. Je crois qu'il faut renforcer les stratégies éducatives et je ne dirais pas, ce n'est pas une question de faire confiance aux citoyens en tant qu'individus, mais je pense qu'il faut faire beaucoup plus confiance aux collectivités, aux petites organisations, aux associations, aux communautés qui se créent dans les entreprises et dans les lieux de travail, et travailler beaucoup plus avec des relais, avec des médiateurs dans ces différents lieux de vie. Merci et merci pour votre concision à cette heure. Je donne la parole à Monsieur Kopiters. J'irais tout à fait dans le même sens. Le conseil, c'est de travailler sur la communication. Je pense que c'est vraiment ça, la communication et la responsabilisation collective. Je pense que ça, c'est la clé de la suite, en tout cas, de la stratégie à long cours de l'épidémie. Et c'est aussi de donner plus d'autonomie dans les choix sur des groupes. On a les personnes de plus de 65 ans se sentent parfois aussi stigmatisées. On a stigmatisé les jeunes en termes de contamination, mais on stigmatise aussi d'autres tranches d'âge en termes de risque, en termes de prise de risque, en termes de limitation des modes de vie. Donc c'est ça, c'est vraiment la communication et quand même l'autonomie collective, la gestion, la responsabilité collective et alors aussi
la prise, la gestion individuelle des risques dans la suite de l'épidémie. Merci. Madame Baudou. Je pense qu'on en a déjà parlé, puis c'était le sujet des questions que j'avais. Si je pouvais rêver là maintenant, puisqu'on est chez Etopia, on peut rêver un petit peu, je dirais que je rêverais et pour ce fameux marathon dont parlait M. Van Hatten, je rêverais qu'on renverse un peu la vapeur et qu'on parte moins de décisions qui sont prises en haut de la pyramide et qui déferlent sur l'ensemble des acteurs et puis des citoyens, et qu'on parte plutôt d'en bas, du citoyen, de l'acteur de terrain, aussi bien médicaux que non médicaux, comme disait Mme Van Doorn, pour qu'on puisse faire remonter l'expérience du terrain et que les décisions soient prises à partir de l'expérience du terrain, pas rien que médicale. Je crois que la volonté d'un gouvernement, d'un État qui part du haut de la pyramide et qui fait déferler ses consignes sur le bas de la pyramide, moi, je pense que ça a montré ses limites. On a vu effectivement beaucoup d'initiatives de solidarité à tous les niveaux au début. La base, le citoyen de base était prêt à mettre beaucoup de choses dans la gestion de cette crise. Et puis, comme les décisions sont venues d'en haut vers le bas, je crois que ça explique aussi pourquoi il y a moins d'adhésion maintenant. Donc, une consultation populaire plus large, une structure qui permette d'écouter plus vite ce que disent les structures de base. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, c'était tout à fait clair. Merci beaucoup. La question est plutôt comment est-ce qu'on fait ça, mais pour le conseil, c'était clair. On a dit qu'on pouvait rêver. Tout à fait. Je passe la parole à M. Van Hatten. Alors, je ne sais pas comment il faut faire ça, mais j'adhère tout à fait à ce que Mme Baudou a dit. Comme on a un relatif échec du haut vers le bas, qu'est-ce qu'on risque à essayer du bas vers le haut, d'une certaine manière, en tout cas, à avoir une meilleure prise en considération de ce que le bas de la pyramide peut penser, mais je ne sais pas non plus comment il faut le faire. Et comme vous savez, comme je suis plutôt quelqu'un qui voit le verre à demi plein, si on part du bas et de l'individu, et sorry de parler d'individu et pas d'une certaine collectivité, je pense qu'il faut essayer de lui dire de ne pas baisser la garde simplement, parce qu'on a encore des mois devant soi. Et je pense que les gens qui nous écoutent sont probablement des convaincus. Moi, je pense que beaucoup d'entre eux le sont. Et je pense qu'il faut se dire qu'on n'est pas parti pour, comme dans la guerre à 40-45 ou en 41, on ne savait pas quand était la fin de la guerre. Alors ici, je ne peux pas vous garantir que la fin de la guerre, c'est l'été prochain, mais je pense que l'arrivée des vaccins va quand même changer notre point de vue. Et l'arrivée des vaccins, c'est dans moins longtemps qu'une grossesse. Et donc, il y a quand même un certain espoir devant nous que les choses changent, peut-être pas radicalement, immédiatement, en quelques semaines, mais que les choses changent profondément dans 6 à 9 mois, en tout cas dans 9 mois, et que d'ici là, eh bien, il faut continuer sur ce qu'on est convaincu qui est important, c'est ces fameuses mesures, mais c'est peut-être important aussi que pour le point de vue sociétal, ça remonte plutôt que ça ne descende. Je suis tout à fait d'accord. Merci, Monsieur Van Hatten. Donc, on remarquera un consensus sur l'importance de prendre en compte le terrain, de prendre en compte et de faire confiance aux acteurs de première ligne, quels que soient les secteurs. Je pense que c'est un message qui est passé de la part de tous nos intervenants et intervenantes ce soir. Je vous remercie chacun et chacune pour le temps que vous nous avez consacré ce soir et pour la qualité de la discussion. Et je remercie les internautes qui nous regardent sur Facebook Live. La vidéo sera disponible très prochainement sur notre site web également. Et bien sûr, vous pouvez retrouver sur ce site web l'ensemble des vidéos des débats précédents. Donc, si vous en avez manqué un, n'hésitez pas à aller les revoir. Ben voilà, encore un grand merci à tous et à toutes et passez une excellente soirée ou une excellente journée si vous nous regardez en différé. Au revoir.